En Égypte, les médecins l'emportent en habileté sur tous les autres hommes. Homère. « 2000 ans d'histoire. Il y a 7 ans, dans le Ramesséum de Luxor, ce château de millions d'années, comme l'appelaient les Égyptiens, le directeur d'une mission archéologique française découvrait une des plus vieilles écoles du monde. C'était un bâtiment de 700 mètres carrés, où il y a 33 siècles, de jeunes Égyptiens venaient apprendre l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, la géographie, la médecine et l'architecture. Destinés à être des scribes, des savants ou des prêtres, c'est grâce aux connaissances scientifiques que leur fournissaient ces écoles que l'Égypte a été en avance pendant des siècles dans presque tous les domaines de la science, non seulement dans la médecine, comme l'avait observé Homère, mais aussi dans l'art de naviguer, de mesurer le temps et l'espace, de maîtriser l'eau, de fondre les métaux, et de construire il y a plus de 4500 ans le plus grand et le plus célèbre tombeau de l'histoire, la pyramide de Khéops. J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Il faudrait 3 millions de blocs semblables avant d'achever le travail. 3 millions de pierres d'un poids moyen de 5000 livres. Et il fallait que chacune de ces pierres fût taillée pour s'ajuster exactement à la place qu'on lui destinait dans la grande pyramide. Des carrières, il tirait les pierres à travers le désert jusqu'aux rives du Nil. Jamais dans l'histoire du monde, travail plus gigantesque n'avait été accompli. Et jamais non plus on a construit pendant des siècles un monument aussi important, un exploit dont on se demande encore comment il a pu être réalisé il y a 4500 ans. Sidney Aufrère, bonjour. Bonjour. Vous êtes égyptologue, directeur de recherche au CNRS et un des auteurs du dernier cahier de Science et Vie qui est actuellement dans le kiosque et qui est consacré au savoir des Égyptiens, un savoir, vous le faites remarquer, qui est étroitement lié, associé à la religion. Les deux font bon ménage, ce qui n'a pas été toujours le cas dans l'histoire. Oui, en fait, nous aurions peut-être tort de plaquer sur l'Égypte ancienne notre nomenclature des sciences. Et il faut bien savoir que, comme vous le dites, sciences et religion font très très bon ménage. Car tout se mélange, si vous voulez, dans ce système, à la fois qu'il y a des connaissances scientifiques de très très haut niveau, mais parfois corrigées, par l'idée, que les divinités, sont toujours présentes à chacun des actes scientifiques ou sous chaque phénomène, qu'il soit d'ordre climatique, qu'il soit d'ordre, environnemental. On donne une explication religieuse, on les attribue aux dieux. Et... On donne une explication, religieuse, à travers des concepts sous forme d'allégorie, et ce qui forme, un vaste ensemble de divinités appelées, très différemment par des épithètes extrêmement différentes. Il y en a des milliers. De même d'ailleurs que la science est souvent au service de la religion. C'est souvent pour des cérémonies religieuses. On l'a entendu d'ailleurs également, c'est pour la tombe d'un pharaon qu'on mobilise les plus grands architectes de l'Égypte ancienne. Il y a de très nombreux spécialistes qui détiennent, un savoir général, toujours un savoir écrit. Un savoir écrit, conservé, dans la bibliothèque. Et un savoir donc qui vient justement de ces écoles. Je citais tout à l'heure une école, je crois que c'est la seule d'ailleurs qu'on ait vraiment découverte, qu'on ait identifiée comme une école dans le Ramesséum de Thèbes. Là, c'était une école. À quoi servaient ces écoles? Comment est-ce qu'elles fonctionnaient? Et à destination de qui? Vous dites que c'est souvent plutôt pour une élite. Très peu d'Égyptiens et de l'époque de l'Antiquité étaient lettrés. On considère, mais ce sont quand même des approximations. On sait que à peu près 1 ou 2% de la population maîtrise
un savoir hiéroglyphique. Et encore, il faut savoir de quel type de savoir il s'agit, parce que on peut très bien avoir une connaissance basique des hiéroglyphes et une connaissance extrêmement érudite. Donc entre, je dirais, cette connaissance basique et cette connaissance érudite, il y a toute la marge, toute l'étendue des savoirs. Et destiné à qui donc? À peu de gens. Et pour que faire? Alors, quand on sortait de ces écoles, je prends un terme contemporain, mais quel métier faisait-on? Alors tout dépend dans quel type d'école on avait appris. Ce sont des écoles qui peuvent être spécialisées. L'école dont on parle tout à l'heure, on parlait tout à l'heure du Ramesséum, est une école qui formait, c'est une école basique probablement, qui formait les jeunes écoliers déjà à maîtriser la lecture, l'écriture, et encore il y a différents types d'écriture. Il faut au moins en maîtriser deux. Il faut maîtriser l'écriture hiéroglyphique, mais également l'écriture cursive, ce qui n'est pas facile. Et copier des textes, s'inspirer par imitation, des textes qui inculquent le beau langage et les bonnes manières. Alors, il y avait aussi, vous le dites, l'architecture, les mathématiques, l'astronomie, la géographie et la médecine. Dans l'école de vie, l'Égypte éduquait une élite de jeunes gens, des futurs savants, philosophes, hommes d'État et généraux. Toute la science de l'Égypte appartenait à ses prêtres. Je l'ai servi dans le culte des dieux pendant 10 ans, afin d'obtenir le droit de m'appeler médecin. Quand la douleur sera trop forte, tu crieras. Sous la souffrance, un guerrier hittite ne crie pas. C'est comme je le craignais, commandant, je dois te trépaner et enlever le mal avec un couteau. Combien de chances ai-je de survivre? 1 chance sur 5. Commence, Égyptien. Rase-le et lave-lui la tête. Et attachez-le à son siège. Je prépare un filtre pour l'endormir. Regarde. Ce petit morceau d'os qui fait pression sur le cerveau, quand je l'enlèverai, cet homme reparlera, remarchera et vivra. Pourquoi, père? Pourquoi? Personne ne le sait. Alors, ce qui est étonnant dans ce numéro de Science et Vie, c'est un chapitre consacré à la médecine. On se rend compte quand même que vraiment, elle était capable de faire des trépanations, comme on vient de l'entendre. C'était tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, s'il y a cette phrase que j'ai citée au début de l'émission, en Égypte, disait Homère, les médecins l'emportent en habileté sur tous les autres hommes. Et vous citez, dans ce cahier de Science et Vie, vous citez les 2 savants. On vous demande quels sont les noms des 2 savants les plus importants. Il y en a un qui est très important parce que il était à la fois le père de l'architecture. C'est lui qui a construit, on y reviendra, la première pyramide à degrés de Saqqara, il y a très longtemps, mais qui est aussi, dites-vous, le père de la médecine. Moi, je croyais que c'était Hippocrate, moi. C'est Imhotep. Imhotep, en tout cas, est présenté dans un texte de Manéthon, qui est un auteur du IIIe siècle avant notre ère, est présenté comme ayant rédigé des livres de médecine et ayant inventé l'architecture. Mais il n'est pas le seul. Déjà, la deuxième dynastie, pour la deuxième dynastie, Manéthon rappelle qu'un roi, Athotis, avait écrit des livres d'anatomie. Donc vous voyez ça remonte à loin, juste après l'invention de l'écriture. Alors donc 2400 ans avant Hippocrate, voilà qu'on invente la médecine avant lui, et puis alors toujours le tout mêlé de religion. Vous citez un très vieux texte qui s'appelle le Papyrus de Brooklyn, parce que tout simplement il est entreposé à Brooklyn, qui est un traité d'ophiologie et qui est un traité qui parle donc des serpents. Alors il y a tout là-dedans, il y a la description de l'animal. Il est semblable pour la couleur à celle d'une caille, sa tête est grande, son cou étroit, sa queue comme une queue de souris. Et on ajoute, alors il y a le diagnostic, après qu'il ait mordu un Égyptien, l'orifice de la morsure qu'il fait ressemble à un petit raisin sec. Si 3 jours passent là-dessus, eh bien la fièvre monte pendant 9 jours. Et puis alors, il y a l'explication, et c'est là où le religieux intervient. Ne sois pas négligent à son sujet, c'est une manifestation de Sobek, Sobek étant le dieu crocodile. Et enfin, il y a l'antidote, il y a tout dans ce traité d'ophiologie. D'abord, il faut savoir que c'est un document tout à fait merveilleux qui est composé donc de 2 parties. Dans la première, on a 35 chapitres qui décrit chacun une espèce de serpent. Et de la façon dont vous l'avez présenté. Et dans la seconde, il y a tous les remèdes, il y a 100 chapitres. C'est extraordinaire. Alors, la première partie est un tout petit peu acéphale. Je pense qu'on doit conserver à peu près 25 chapitres. Mais
on a, à chaque fois, comme vous le dites, une description, qui est extrêmement précise, une description naturaliste. Il y a même, la description du caméléon parmi ces serpents. Et ensuite, il y a, les caractéristiques de la morsure, un diagnostic toujours associé, à une divinité qui peut être ou bonne ou mauvaise. Alors, si elle est bonne, eh bien, la morsure peut éventuellement se soigner. Si elle est mauvaise, si par exemple le serpent est une forme d'apophyse, dans ce cas-là, ça peut être mortel. Et puis alors, il y a quand même des médicaments grâce au ciel, mais alors quand on lit également la liste de tous les ingrédients qui servaient de médicaments, bon, il y a de quoi un peu soulever le cœur, il y en a qui sont surprenants, le sang de crocodile, l'utérus de chatte, la graisse de porc, d'oie, d'infusion ou d'infusion de scorpion, bon, c'était pas forcément très ragoûtant. Il y avait aussi les crottes de mouche et j'en passe. Oui. Alors, tout ça, alors la médecine servait à soigner les vivants, mais elle servait aussi à embaumer les morts, avec la manifestation la plus connue, la momification justement, telle que les archéologues du XXe siècle avaient découverte en observant les momies. Écoutez cet extrait de La momie de Stephen Sommers. Donc, si je comprends bien, il vous arrachait les tripes et il les planquait dans des vases. Et pour le cœur, il faisait pareil. Oh, et le cerveau, vous savez comment il l'extirpait? Je t'en prie, Vivi, fais-nous grâce des détails. Ils utilisaient un tisonnier chauffé à blanc, ils l'enfonçaient par le nez, grattaient pour faire une bonne bouillie et ramenaient le tout à travers les narines. Oh, ça devait faire mal. C'est une momification, vous étiez mort quand il faisait ça. Que viens-tu faire dans la maison de la mort? Je t'ai apporté les dépouilles d'un homme et d'une femme. Qu'elles soient préservées par ton art et qu'elles puissent ainsi obtenir la vie éternelle. Anubis, que fais-tu aux dormeurs prêts à l'éternel voyage? Je débarrasse les pieds de mon frère de leurs impuretés, afin que la poussière terrestre ne souille pas le ciel. Anubis, que fais-tu aux dormeurs qui fut souverain en ce monde? Je délivre mon frère de tout ce qui est terrestre, afin qu'il atteigne la vraie beauté. Alors la momification, là il y a également tout un chapitre de sciences et sciences et vie qui est consacré. C'est une des manifestations les plus impressionnantes de la science égyptienne, parce que la science était nécessaire. On l'a vu, ne serait-ce que pour l'éviscération du cadavre. Et là encore, le religieux et le scientifique sont mêlés. Alors, le religieux, est toujours mêlé, on peut pas, je ne sais pas si on peut parler toujours à ce moment-là, de scientifique, mais c'est vrai, que les embaumeurs avaient certainement une connaissance de l'anatomie. Oui, parce que pour pouvoir transmettre quand même des corps qu'on peut voir aujourd'hui encore, qu'on a découverts et qui sont presque en l'état où ils sont morts, c'est quand même un exploit scientifique. C'est un exploit, qui a été réalisé, à partir de la 18e dynastie, pas avant. Auparavant, on avait des méthodes, qui étaient plutôt sommaires, et on a réellement, inventé une technique de momification très très élaborée à partir de la 18e dynastie. C'est-à-dire qu'à l'époque, à peu près? On est en 1815. Avant notre ère. Voilà, avant notre ère. Il a donc fallu, c'est contemporain, si vous voulez, des grandes expéditions qui ont permis de rapporter, des baumes et des résines permettant justement cette conservation. Bon, cela dit, il faut sécher le corps. Il s'agit évidemment il s'agissait de le couvrir évidemment de natron, de carbonate de sodium, pour drainer, pour drainer par saponification les humeurs. Et une fois que cela avait été réalisé, il fallait ensuite restituer au corps sa souplesse, le conserver, le saler à l'intérieur. Il y avait de très très nombreuses opérations qui étaient accompagnées par des rituels, parce qu'on ne connaît pas finalement le processus de momification tel qu'il aurait été par exemple donné dans un traité, mais on connaît en revanche le rituel de l'embaumement, qui est à la fois un accompagnement de textes religieux mettant le défunt en situation d'analogie avec une situation divine, et puis et parfois livrant des informations relatives au traitement du corps. Donc on explique, on accompagne, par exemple on dit on va passer maintenant de l'oliban sur la peau, et bon, on décrit donc une situation d'analogie qui permet de faire, qui fait penser que le défunt a été considéré à ce moment-là comme une véritable divinité. Alors cela dit justement pour qu'il voyage dans l'au-delà, si bien que les Égyptiens aussi, vous le rappelez, avaient une parfaite connaissance du ciel. Ça c'est assez extraordinaire. C'était des astronomes renommés.
Alors, moins que les Babyloniens, certainement, puisque vous savez que grâce à Alexandre, les Égyptiens ont hérité à la fois des connaissances d'astronomie grecque et des connaissances d'astronomie mésopotamienne. Mais cela dit, ils observent sans arrêt le ciel, ils connaissent bien le mouvement des étoiles. Il y a deux types d'étoiles, il y a les étoiles circumpolaires, des étoiles indestructibles, et les autres, celles qui disparaissent, ce sont les décans qui disparaissent 70 jours sur le plan de l'équinoxe. Il y avait aussi le fait que toutes les faces des pyramides étaient tournées vers un des points cardinaux. Or, il y en avait 11 du temps des grandes pyramides, justement, royales de l'ancien empire, c'est-à-dire environ il y a de 2700 à moins 2600 ans avant notre ère. Et on constate que ces 11 pyramides, il y a un écart, les unes par rapport aux autres, de 1/3 de degré. Ça, vraiment, c'était des connaissances étonnantes. Des connaissances aussi en ce qui concerne le calendrier. Ils avaient un calendrier qui n'était pas très éloigné du nôtre, Sylvain Auffray. Écoutez... Sidney Auffray, pardon. Oui. Sidney Auffray, pardon. Les Égyptiens ont en fait inventé une année qui est extrêmement commode parce qu'elle est lunisolaire. En fait, elle est composée de 12 mois de 30 jours, donc de 12 mois de 30 jours lunaires, mais en même temps, il s'agit de faire une année lunaire, donc 360 jours, plus 5 jours épagomènes. Le problème, c'est que cette année présente un hic, parce que chaque année, un quart de jour est perdu. Et cela, cause d'étonnants problèmes, puisque les Égyptiens, suivent en fait cette année lunisolaire et perdent chaque fois, un quart de jour. De sorte que lorsque on veut retomber, sur ses pieds, s'écoule 1460 ans. Ça veut dire que l'Égypte, est toujours en décalage par rapport entre son année, naturelle et cette année, astronomique. Un écart qui seront comblés avec les calendriers qui suivront, grégoriens. Et alors, il y a aussi maîtrise également de l'espace, non seulement du temps, mais aussi de l'espace, grâce aux mathématiques, et pour le cadastre notamment, parce qu'il est évident que cette école servait à former des fonctionnaires qui servaient à calculer l'impôt, à calculer aussi la grandeur des champs. Et alors, des mathématiques qui sont poussées très loin. Je lis également dans ces cahiers qu'ils faisaient des divisions jusqu'à 1 2190e. Oui, ils avaient un système de fractions dont le numérateur était toujours 1, ce qui forçait à des opérations invraisemblables. Il y a une opération qui est très étrange pour nous, notamment l'opération qui consiste à calculer les boisseaux de blé. Et on sait qu'on utilisait le UJAT. Cet UJAT servait pour le calcul des fractions. Et l'ensemble de l'UJAT représentait 63/64e. C'est-à-dire on additionnait un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, plus un 32e, plus un 64e. Le tout fait 63/64e. Et il reste, un 64e. Ça veut dire qu'ils avaient trouvé, évidemment, la marge d'erreur. Oui. Assez étonnant. Alors bon, il mesurait également pour pouvoir justement mesurer l'étendue des champs. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot géométrie. Géométrie, c'est mesurer, oui. En fait. Mesurer. C'est la mesure. Alors, la Terre. Des calculs nécessaires aussi pour la construction de monuments et de villes, comme celle que Ramsès II avait fait construire dans le delta du Nil, il y a plus de 3000 ans, Pi-Ramsès. En ce moment, voguent sur le Nil 80 bateaux, des blocs d'ébène, des tissus précieux, qui orneront votre nouvelle cité. Veux-tu plaire à ton pharaon? Ordonnez et j'obéirai. Alors bâtis ma cité. Que cela soit écrit et accompli. Pioche, extrayez l'argile sans jamais de cesse. L'argile est le lien ininterrompu qui unit la fosse à la table des mouleurs de briques. Elle est l'humble matériau des grandes cités. En basculant, l'obélisque sera trop en porte-à-faux. Il faut plus de sable. Je prends le risque de l'opération. Pénon bleu, tel signal. Le pénon bleu, enlevez les cales. Enlevez les cales. Enlevez les cales. Et les vieilles. Où est les vieilles? De la graisse. De la graisse sous la bière. Le grand pharaon est-il satisfait? Voici l'obélisque de votre jubilé. Et c'était la construction de Pi-Ramsès, une ville dont la construction a nécessité également des prouesses architecturales, d'ailleurs comme toutes les villes, comme tous les monuments d'Égypte. On se demande encore même
comment les grandes pyramides ont pu être construites 4500 ans après. On ne le sait pas bien, en fait. Les architectes jouaient un rôle considérable. On en citait un tout à l'heure qui était Imhotep, qui était un grand architecte. Il y en a un autre également, Amenhotep. Et ils avaient une place importante dans la science, même si on ne distinguait pas très bien tous les domaines de la science. Sidney Aufrère. Imhotep, premièrement, il faut dire qu'Imhotep est un homme, il appartient à l'histoire. Il appartient à l'histoire parce qu'il est cité, sur la base d'une statue du roi Djoser. Donc, il a vraiment existé. Et ensuite, il s'est imposé une tradition. Mais sur la base de la statue, il est considéré comme charpentier. Et probablement cela a une importance, car il a traité les pierres comme des blocs de bois. C'est-à-dire qu'il a fait des pierres de petits modules et a inventé donc cette architecture, une architecture en pierre. Oui, alors c'était la pyramide à degrés de Saqqara. Oui. Au départ, ce n'était pas conçu comme étant une pyramide. Ça s'est fait par tâtonnement. Au départ, il y avait un vaste mastaba. Ensuite, on a rajouté deux autres petits mastabas. Et puis ensuite, on a transformé ça, avec six marches. On a transformé ça, une pyramide véritablement à degrés. Alors les suivantes sont sans marches, hein, justement. Ce sont les grandes pyramides telles que celles dont on a parlé, telles que celle de Khéops. Cela dit, on ne sait toujours pas parce que c'est quand même un exploit technique de faire ça. On faisait venir les pierres de très loin, oui. On employait le Nil, on ne sait même pas très bien comment on les transportait, ces pierres, comment est-ce qu'on les déplaçait. Alors ça aussi, on sait très bien comment on les déplace. Mais la construction d'une pyramide, on ne sait pas exactement comment il reste conduit jusqu'au bout. Mais on sait jusqu'au sommet. Mais on sait comment ça commence. On a un très bon exemple avec la pyramide de Sosiris II à Île Laoun. C'est-à-dire qu'on a plusieurs quais. On a plusieurs rampes sur 3 phases de la pyramide avec un traitement de pierres différentes. Le tout très proche finalement de quais de débarquement. Et il n'y a rien de plus simple, si vous voulez, pour déplacer une pierre en Égypte ancienne. Elles sont toujours tractées. On les glisse sur des plans inclinés. Donc c'est extrêmement facile. Si vous voulez, à partir du moment où le plan est légèrement incliné, on peut faire progresser n'importe quelle pierre. C'était essentiellement des quantités de travailleurs, car ce qui est étonnant aussi quand on lit ces cahiers de sciences et vie, c'est que on emploie pour l'architecture des outils rudimentaires et une métallurgie dont les Égyptiens d'ailleurs partageaient la science avec d'autres peuples de la région, comme les inventeurs du fer, les Hittites. Qu'est-ce que tu demandes? Ton épée de métal noir. Rien de plus. Pourquoi ne demander que cette épée alors qu'on pouvait avoir une fortune? Parce que je crois que ce nouveau métal des Hittites peut bouleverser l'histoire du monde. Ah. Capta, on rentre en Égypte. Voici pourquoi je rentre en Égypte. Tu vas me frapper, fort. Te rends-tu compte de ce que tu me demandes? Frappe. Encore, plus fort. Où as-tu cela? Elle fut forgée chez les Hittites. Ils en préparent des milliers dans leurs forges jour et nuit. Ils n'emploient que ce nouveau métal. Ils l'appellent le fer. Sinoué vient de rentrer du royaume des Hittites. Ils préparent la guerre contre nous. Ils ont réussi à faire un nouveau métal. Et cette épée en est la preuve. Elle coupe nos armes de cuivre comme le couteau tranche la chair. Et oui, on l'oublie souvent, le fer est postérieur au cuivre, au bronze, qui était un âge de cuivre et d'étain. Il va d'ailleurs, je crois, pratiquement de l'or, et il vient du pays des Hittites. Ce qu'il y a d'aussi d'intéressant, c'est que c'est la navigation, le rôle de la navigation dans l'Égypte, parce que ils avaient également une très grande maîtrise de la navigation, et pas seulement sur le Nil, Sidney Aufrère. Oui. On a pensé pendant très longtemps que les Égyptiens abordaient la mer, et on s'est aperçu au cours des 20 dernières années qu'il n'en était absolument rien, et que les Égyptiens maîtrisaient parfaitement la navigation maritime. On a découvert donc deux sites à Ain Sorna et à Wadi Gawazis. D'abord Wadi Gawazis et ensuite à Ain Sorna, où on a découvert finalement sur la mer Rouge, non? Sur la mer Rouge, oui. On a découvert finalement des coques de navires, et on s'est demandé comment ils pouvaient construire des bateaux sur la mer Rouge. La réponse en fait est apparue tout à fait simple. Ils ont construit des navires en kit. Ah oui. Et ils les ont transportés depuis la vallée du Nil vers la mer Rouge.
Très grande maîtrise de l'eau aussi, parce que bon, c'est vital pour eux. Hein. L'Égypte est un don du Nil, on connaît la formule, mais c'est vrai que ce Nil, il faut le maîtriser, il faut pouvoir passer les cataractes. Il y a tout un système de canaux également pour l'irrigation qui a été construit. C'est assez extraordinaire cette maîtrise de l'eau qu'avaient les Égyptiens. Oui. Enfin, vous avez fait allusion aux cataractes. C'est vrai qu'on dit que ce histoire qu'on a construit, qu'on dirait un chenal, qu'on dirait au niveau de la première cataracte, mais il existe également qu'on a des passages du côté de Miyagissa, par exemple. J'ai pas répondu à l'autre question. Mais justement, cette maîtrise de l'eau, c'est par exemple... Oui, ils ont une parfaite maîtrise de l'eau, pratiquer des bassins d'irrigation, de façon à récupérer l'eau d'irrigation, l'eau de l'inondation, et la conserver sur les terres hautes, alors que les eaux perdues se repassent dans les bas-fonds qui se trouvent finalement de part et d'autre de la vallée du Nil. Et un savoir qui se sont dans tous les domaines transmis de génération en génération grâce aux bibliothèques. Vous y attachez une grande importance. Qu'est-ce que la science d'aujourd'hui doit à la science des Égyptiens de l'Antiquité, Sidney Aufrère? Alors, je pense que nous devons beaucoup de choses aux Égyptiens, mais à travers tous les philosophes grecs, tous les spécialistes, tous les spécialistes de la techné grecque qui sont allés en Égypte et qui ont su transformer ce savoir empirique en un savoir théorique. Et je pense que ceux-là, ils nous l'ont vraiment transmis, et c'est l'héritage de l'Égypte ancienne. Merci Sidney Aufrère. Pour en savoir plus, je recommande la lecture des cahiers de Science et Vie, donc, qui consacre un numéro spécial au savoir des Égyptiens, actuellement en kiosque et auquel vous avez participé, donc Sidney Aufrère. Vous êtes également l'auteur des livres Thoth, Hermès l'Égyptien, publié chez l'Harmattan, et l'Odyssée d'Égyptos, le sceptre et le spectre, aux éditions Pages du Monde. Enfin, vous pouvez soutenir également les travaux de l'égyptologue Claude Tronecker en lui permettant de poursuivre ses investigations sur la mythique tombe 33 en achetant le DVD de cette belle aventure scientifique. Vous trouverez toutes les précisions dans ce numéro des Cahiers de Science et Vie d'avril-mai. À voir également l'exposition Les Portes du Ciel, Vision du Monde dans l'Égypte ancienne, au musée du Louvre jusqu'au 29 juin 2009. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: La Terre des Pharaons d'Howard Hawks aux éditions Warner Bros, L'Égyptien de Michael Curtis, édité par la 20th Century Fox, La Momie de Stephen Sommers, disponible en DVD chez Universal, et enfin Les 10 Commandements de Cécile B. DeMille chez Paramount. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Arnaud Chapat, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Frédéric Martin, une réalisation de Bertrand Chaumeton. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 90e anniversaire de sa création, l'ancêtre de l'ONU, la SDN.